Eh bien, il est 20 heures. Nous allons lancer la présentation, commencer la formation. Et ce soir, de nouveau, nous avons un invité d'honneur avec nous, le professeur Dr Peter Darch, du Darch Scientific, qui ce soir, après la super formation qu'on a eue sur les essences alpha et bêta, va nous parler maintenant d'un autre produit. Un produit qui, au cours des semaines passées, mais quand je vois ce qu'il y a sur les réseaux sociaux à ce sujet, comme témoignage, eh bien, je suis vraiment curieux de voir ce que vont dire ou ce que va dire l'étude. En tout cas, euh, pour expliquer, je tiens à demander à notre invité d'honneur dans les minutes à venir de nous parler du produit Quantarc. Le professeur Dr Darch, vous avez la parole. Bonsoir Jérôme. Eh bien, mesdames, messieurs, je suis très heureux de vous retrouver au bout d'une semaine exactement, même jour, même heure et depuis le même endroit. Et vraiment, je vais vous dire des choses très étonnantes sur un bracelet du nom de QuantArc. Nous avons testé la biocompatibilité ainsi que les effets de ce bracelet sur le stress oxydatif. Le tout, comme pour les essences alpha et bêta, a été testé avec des cultures cellulaires d'organes précis que j'évoquerai plus précisément par après. Eh bien, tout d'abord, permettez-moi de me présenter ainsi que ma société, l'Institut de recherche que je dirige. Je suis également directeur scientifique, non seulement le directeur général. Moi, je suis biochimiste de formation. J'ai également passé un second doctorat, une habilitation en physiologie humaine il y a longtemps et j'étais professeur de physiologie humaine à l'université de Tübingen en Allemagne. Et entre-temps, bon, depuis, je suis à la retraite, mais je suis tout de même très actif au sein de DART Scientifique, Institut de système de test de biologie cellulaire, un institut de recherche privé qui travaille dans des domaines pluridisciplinaires, médecine, biochimie, physiologie, biologie et biochimie. Et ceci depuis plus de 20 ans. Alors, nous travaillons uniquement avec des méthodes hors expérimentation animale, c'est-à-dire avec des modèles de culture cellulaire que nous développons, que nous avons même établi de manière plus scientifique, que nous avons étudié pour pouvoir faire des prévisions sur les effets de certains produits. La suivante. Bien, tout d'abord, quelques paroles. Donc, nous faisons de la recherche fondamentale, mais aussi de la recherche préclinique expérimentale. Et puis, la culture cellulaire consiste à cultiver des cellules humaines, animales ou végétales dans un milieu nutritif artificiel en dehors d'un organisme entier. Et on peut utiliser des types de cellules très différents qui sont isolés à partir de différents organes ou tissus et cultivés. Et on fait une différence de principe entre ce qu'on appelle les cellules primaires, c'est-à-dire les cellules qui ont une durée de vie de quelques doublements, de quelques divisions qui ont été fraîchement isolées, ou alors des lignées cellulaires. Et avec ces lignées, on peut mener des essais reproductibles et il n'y a pas de variation comme dans les cellules fraîchement isolées. Et de ce fait, on a plusieurs passages où les cellules vont être remises dans les bouillons de culture, dans les boîtes de pétri. Et ceci permet d'avoir des conditions similaires de tests, d'essais expérimentaux dans différents laboratoires. La culture cellulaire est reconnue dans la communauté scientifique comme un substitut à l'expérimentation animale dans de nombreux domaines et permet de prédire les effets d'une substance dans un effet entier ou de déterminer les mécanismes qui se produisent et ceci peut contribuer à
Bon, parfois, il y a ce qu'on appelle la boîte noire. Il y a quelque chose qui a un effet, mais on ne sait pas exactement comment cet effet se produit. Et cela permet un peu d'amener de la lumière dans cette boîte noire. Les études sur culture cellulaire peuvent être adaptées dans leur conception expérimentale à différentes substances ou conditions d'essai. Et c'est le grand avantage d'un institut de recherche. Ici, nous sommes en mesure de pouvoir monter nos expériences et nos tests en fonction des circonstances. Ça se distingue un peu d'autres contextes, notamment quand il s'agit de tester la biocompatibilité, la tolérance. Il faut tester en vertu des normes existantes, donc la marge de manœuvre, on n'en a plus vraiment. Et marge de manœuvre, ça le dit bien, c'est-à-dire que parfois, il y a des études où il faut manœuvrer un peu, regarder un petit peu qu'est-ce qu'on va faire comme réglage fin pour pouvoir parvenir à des résultats. Et cela peut prendre pas mal de temps. La suivante. Alors, comment se présentent les instruments décisifs d'un laboratoire de culture cellulaire? J'en ai affiché quelques-uns. À gauche, vous avez ce qu'on appelle donc la hotte à flux laminaire, c'est-à-dire c'est une boîte stérile, c'est un peu comme une salle d'opération miniature avec une surpression. On peut ouvrir les récipients où il y a les cultures cellulaires sans risquer une contamination par des spores fongiques ou des bactéries. Au milieu, un appareil très important, c'est l'incubateur. Et dans cet incubateur, à 37 degrés, on a une certaine atmosphère. Ça dépend du type de cellule et de l'origine des cellules que l'on place dans cet incubateur. Donc, on a des flacons de culture cellulaire, des boîtes de pétri. On peut faire une incubation et on peut aussi injecter des gaz pour avoir une stabilité du pH à 7,4. À droite, vous avez un microscope. Alors, les cellules sont petites, bien sûr, on ne peut pas les distinguer à l'œil nu. C'est pourquoi nous avons besoin de microscopes pour les cultures cellulaires, mais ce microscope se distingue du microscope habituel que vous avez l'habitude de voir. Il s'agit d'un microscope inversé, c'est-à-dire que l'optique est en bas et l'éclairage est au-dessus de l'objet à étudier. Au milieu, à peu près, nous avons donc une platine, un étage, on va dire, qui permet d'avoir une distance assez importante entre l'objectif et on peut donc mettre un flacon avec une culture cellulaire, ce qu'on ne pourrait pas faire, par exemple, avec un microscope conventionnel. Et ici, d'un peu plus près, donc, une boîte stérile sous haute afflux laminaire. Donc, la paillasse avec des cultures et c'est haut parce qu'il y a donc, c'est rouge parce qu'on a mis un indicateur rouge, donc qui vire la couleur en tant que de changement de pH. Il peut devenir rouge vif ou jaune et on peut tout de suite contrôler le pH. En haut à gauche, vous voyez une pipette où on peut aspirer le bouillon de culture et on peut donc le transférer par la pipette d'un flacon à un autre ou dans une plaque. Et s'il y a une protéase, il y a un enzyme, on peut donc faire des suspensions et créer, on peut ensemencer de nouvelles boîtes de pétri, par exemple. Ici, nous avons tout simplement quelques photos. Vous voyez ce qu'on appelle des plaques multiples, donc avec 6 puits. Alors, on peut avoir des plaques de 84 puits ou cavités, mais après, ça ne peut être interprété que par des unités informatisées. Bon, après, on s'arrête à 96 parce qu'on ne peut plus injecter quelque chose avec une pipette et tout cela. Et ce serait vraiment trop compliqué. À droite, ce que vous voyez, ce sont des boîtes de culture qui font environ 10 centimètres pour vous donner une idée de la taille. Et puis, les flacons de culture. Et partout, on a le bouillon ou le substrat de culture rouge. Nous utilisons différents colorants à base de tétrazolium. Alors, on mesure la nuance de couleur
qui a viré, la couleur de départ est rouge et du fait des évolutions du milieu par l'activité des cellules ou par l'activité de radicaux libres, cela va virer au jaune. Et il y a un deuxième colorant. On va mesurer le virage de l'orange au jaune et donc on le voit dans une plaque à 96 trous ou puits et nous n'avons en partie pas de réaction. Donc, on est à une couleur orange. À l'avant, c'est jaune, c'est-à-dire qu'il y a une réaction des cellules sous forme de division cellulaire. Et puis, ça se mesure à gauche avec donc un lecteur de colorimétrie. C'est un photomètre, en fait, qui va étudier les changements de couleur et la densité optique dans les 96 puits. Et donc, on va voir aussi qu'il y a, donc on peut mesurer les divisions cellulaires, par exemple, ou dans un tissu avec ce virage de couleur. J'avais déjà dit que nous avions étudié un bracelet du nom de QuantArc. Et ici, j'aimerais vous parler des indications fournies par le fabricant de ce bracelet qui a déclaré que c'est un bracelet high-tech, haute technologie, de qualité premium. Il se compose de millions de capteurs quantiques microscopiques qui sont capables de stimuler nos cellules et peuvent ainsi augmenter leur vitalité. Ces capteurs quantiques détectent les changements dans les cellules et émettent des impulsions pour un meilleur bien-être. QuantArc n'a pas de date d'expiration et ne perd pas de son efficacité. Et l'effet confirmé de QuantArc nous protège contre les influences extérieures indésirables qui sont notamment considérées comme responsables du stress oxydatif. Voilà pour ce qui est des déclarations du fabricant que j'ai reprise mot à mot pour la plupart. C'était le point de départ de nos études, de nos essais. En effet, nous voulions voir, parce que toutes ces déclarations, c'est bien beau, mais nous voulions vérifier qu'elles étaient, enfin, nous voulions voir si elles étaient vérifiables du point de vue scientifique et nous voulions étayer le tout de preuves. Nous nous sommes concentrés sur la biocompatibilité du produit d'une part, sur biocompatibilité, c'est-à-dire quand on porte un bracelet, c'est sur la peau et au moins 12 heures par jour, voire 24 heures, selon les personnes. Et l'idée était de savoir s'il pouvait y avoir des modifications de l'épiderme, donc savoir si le produit était biocompatible, c'est le premier point que nous avons évalué, pardon. Mais le deuxième, et je l'ai ici, c'est le stress oxydatif. Tout le monde en parle. Et il y a beaucoup de maladies chroniques qui sont dues ou imputables au stress oxydatif. Et la question, est-ce que le bracelet QuantArc est vraiment en mesure d'agir contre le stress oxydatif, qu'il provienne de l'environnement, qu'il soit exogène ou que ce stress oxydatif soit dû à une situation de stress, c'est-à-dire qu'il se produise dans notre organisme par la production excédentaire et excessive de radicaux libres contenant de l'oxygène. Ici, parce que je le vois, vous voyez que je le trouve esthétique, donc j'ai photographié ce bracelet QuantArc avec lequel nous avons mené les essais que je vais vous expliquer, dont je vais vous montrer les résultats. J'ai déjà parlé de biocompatibilité. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, en médecine, on qualifie de biocompatibles les matériaux qui, en contact direct avec des tissus ou des cellules vivants, n'ont pas d'influence négative sur leur métabolisme ou leur vitalité. Et maintenant, il y a quelque chose de particulier parce qu'en général, ce terme de biocompatibilité est utilisé pour les
produits médicaux, c'est-à-dire les produits implantables, les dispositifs médicaux implantables, implants dentaires ou bien des prothèses de hanche, des prothèses de genoux qui sont en métal, en céramique ou en matériaux synthétiques, mais aussi on teste ainsi sur leur biocompatibilité les tuyaux et les instruments chirurgicaux. Et on doit les tester en vertu d'une norme bien spécifique qui est la norme ISO 10993-5-2009 qui est applicable dans toute l'Europe et qui prescrit exactement le déroulement de l'expérimentation du test en fait. Mais ces ces essais de biocompatibilité en vertu de sa norme doivent être faits uniquement avec des cultures cellulaires. En règle générale, on utilise des fibroblastes et j'ai nommé les lignées cellulaires 3T3 L929, par exemple. Et puis, le bracelet QuantArc n'est pas un dispositif médical. Ceci étant, nous avons tout de même testé la compatibilité biologique ou biocompatibilité de ce produit conformément à la norme précitée. Donc, on le porte plusieurs heures par jour, on transpire, il peut y avoir des substances qui se libèrent du fait du processus de fabrication et qui pourraient être assimilées par le corps, passer la barrière de l'épiderme. C'est pourquoi nous avons mené ces tests pour garantir la qualité du produit et la sécurité des utilisatrices et utilisateurs. Alors, comment est-ce que les essais se sont déroulés? Eh bien, l'ensemble du bracelet a été placé dans un milieu de culture pendant 24 heures à 37 degrés et il a été extrait ou, comme on dit, élué. Et l'élua a été ensuite dilué à plusieurs niveaux de dilution et rajouté dans une culture cellulaire de cellules de tissu conjonctif lignée L929. Au bout de 3 jours, la vitalité des cultures cellulaires, vitalité morphologique et enzymatique, a été déterminée. Et cette procédure a permis de tester le produit dans son état d'origine, c'est-à-dire qu'on a évalué d'éventuels résidus de fabrication ou substances étrangères qui pouvaient se libérer. La suivante. Le résultat. Eh bien, regardons d'abord les graphiques. Vous voyez en horizontal la concentration des LUA en volume, en pourcentage. 0 à gauche, ça veut dire qu'il n'y a donc pas de LUA. Et à 100, ça veut dire que l'ensemble du milieu nutritif a été rajouté en tant qu'ELUA. Alors, à l'axe horizontal, on voit donc le métabolisme, la vitalité cellulaire, en quelque sorte. Et nous avons mené des tests qui vont au-delà de la norme, c'est-à-dire une fois avec des cellules avec une haute densité, beaucoup de cellules dans la boîte de culture et une densité cellulaire faible en vert. C'est-à-dire qu'il y avait des concentrations faibles d'ELUA. Et quand il y a une densité cellulaire plus faible, les cellules réagissent de manière plus sensible en général. Comment est-ce que ces cellules ont réagi? Eh bien, pas du tout, pas du tout. Pour la densité élevée, par rapport au test où on a seulement du milieu de culture, donc 0, il y a pas de différence. Et quand on voit que même si on a 100% de l'ELUA qui a été rajouté dans le milieu de culture, qu'est-ce que cela veut dire? Le bracelet est biocompatible, c'est-à-dire que les matériaux n'ont pas libéré de substances qui puissent avoir un effet nocif au niveau cellulaire. Dans toutes les concentrations testées, l'extrait n'a eu aucun effet négatif sur la capacité de survie ni la vitalité des cellules impliquées dans l'essai, dans le test. La suivante, et ça se voit ici aussi à la morphologie, à l'exemple de la morphologie cellulaire. Donc, à gauche, vous avez la culture témoin ou de contrôle sans ELUA. Et les cellules qui sont beaucoup plus claires, un petit peu donc comme des crêpes,
Et c'est des cellules qui sont en train de se diviser. Ce ne sont pas des cellules mortes, au contraire, ce sont des cellules qui se divisaient. À droite, on voit la culture cellulaire avec les LUA de Quantarc, du bracelet. Et il n'y a pas d'effet cytotoxique visible, ce qui prouve ce que l'on avait déjà mesuré dans le test enzymatique que j'ai présenté dans la diapo précédente. Donc, c'était la biocompatibilité, mais maintenant nous allons passer à notre deuxième grand sujet, c'est le stress oxydatif. Malheureusement, je ne maîtrise pas le français, alors j'ai un petit problème parce que là, il manque la partie allemande de mon texte, donc je vais vous raconter cela sans lire mes slides. Qu'est-ce qu'on entend par stress oxydatif? Eh bien, le stress oxydatif, c'est un excédent, un excès de composés oxygénés réactifs dans l'ensemble de l'organisme. Et ces ROS en excès ne peuvent plus être neutralisés par les enzymes donc comme les catalases ou d'autres, des superoxydases, qui donc ne peuvent plus être neutralisés par ces enzymes. Donc le stress oxydatif, c'est en fait un excès de radicaux oxygènes qui ne peuvent plus être neutralisés. On verra après, ce ne sont pas seulement des radicaux oxygénés, il y a aussi des radicaux d'azote azotés. On parle aussi de stress d'origine azotée. Alors, ces radicaux peuvent venir du milieu extérieur, des polluants, mais aussi des xénobiotiques, des rayonnements ionisants ou rayonnements UV, des champs électromagnétiques perturbateurs ou même ce qu'on appelle des champs perturbateurs, des champs géopathiques perturbateurs. Donc ça, c'est l'environnement, c'est-à-dire les radicaux d'origine extérieure qui agissent sur nous. Mais il est également possible que nous ayons un problème de métabolisme si nous sommes en situation de stress ou dans le cas de processus inflammatoires dans les tissus. Il y a également un excédent de radicaux oxygénés qui sont produits par notre propre métabolisme au sein de notre corps du fait de notre stress. Les mitochondries, j'en parlerai un peu plus en détail par après, les mitochondries font l'extraction d'énergie, produisent de l'énergie sous forme d'ATP. L'ATP, c'est l'adénosine triphosphate qui donc nous donne l'énergie dont notre corps a besoin pour fonctionner. Et puis, il se peut qu'en situation de stress, eh bien, ce métabolisme soit exacerbé et la conséquence en est qu'il va former des radicaux oxygénés. Donc, c'est normal du fait de la production d'énergie, il y a 2 à 3% d'excédent de radicaux oxygénés dans le corps. Mais nos enzymes sont en mesure de les désactiver, ces 2-3% d'excédent, de sorte qu'il n'y a pas de risque pour le corps, alors qu'il en va bien différemment d'un organisme stressé qui produit beaucoup plus de radicaux oxygénés et les mécanismes pouvant les neutraliser sont inactivés par le stress. Et dans la littérature, ces processus ont été décrits à l'envi. Donc, ces radicaux peuvent endommager des structures cellulaires telles que la membrane cellulaire, une peroxydation qui fait qu'elle a des trous. Les protéines et les enzymes peuvent être agressées, attaquées. Et ces radicaux peuvent même endommager l'ADN et même l'ARN, le modifier, et de ce fait, il y aura donc une attaque des facteurs génétiques et cela peut déclencher une accélération des processus de vieillissement ou même de néoplasie, c'est-à-dire formation de tumeurs. Ici, j'ai représenté cela de manière schématique. Vous voyez à gauche les sources
endogènes dans le corps, le système immunitaire, le métabolisme, les mitochondries, les lysosomes et les processus inflammatoires, et les sources exogènes telles que radiation, produits chimiques et les germes pathogènes ou facteurs pathogènes qui entraînent la production de ROS, donc de dérivés réactifs de l'oxygène. Et vous voyez qu'ils ont tous un électron libre et de ce fait, ils sont très réactifs, ces composés. Mais donc, il y a ces ROS qui comprennent également le peroxyde d'hydrogène qui n'a pas d'électrons libres, mais qui est très oxydatif, qui a un effet très oxydant. Et il faut garder cela présent à l'esprit parce que donc, c'est aussi l'objet d'une expérience que j'ai menée avec le bracelet Quantarg. Et si on descend un peu dans le schéma, on voit à gauche des antioxydants qui vont s'opposer ou qui peuvent s'opposer au stress oxydatif. De ce fait, il y aura une réduction du nombre de molécules réactives. Et ces antioxydants, il y a donc des produits végétaux secondaires. Et puis les effets donc négatifs, vous voyez, donc l'ARN et ADN peuvent être endommagés, les membranes et des cellules, il peut y avoir des mutations génétiques, instabilité chromosomique, mais il peut y avoir aussi des effets positifs. En effet, ces radicaux sont en mesure donc de s'attaquer et de tuer des germes pathogènes qui seraient rentrés dans l'organisme. J'en parlerai plus tard. Et ils sont considérés aussi comme donnant un signal pour la régulation du métabolisme. Donc, il y a le pour et le contre. Le stress oxydatif, c'est toujours l'excédent de radicaux libres. Alors, les mutations ou modifications cellulaires en cas de stress oxydatif, en haut à gauche, vous avez une culture cellulaire tout à fait normale. Ce sont des fibroblastes que j'avais mentionné au départ. Et on voit très bien au milieu en sombre le noyau cellulaire avec les nucléoles et le cytoplasme. Et si on soumet ces cellules, par exemple, au stress oxydatif infligé par le peroxyde d'hydrogène, on voit au bout de quelques heures que les cellules commencent à s'arrondir, à changer de forme avec vous voyez sous la flèche, on a ce qu'on appelle des apoptoses, c'est-à-dire de la mort cellulaire programmée. Elles se mettent en mode apoptose. C'est 8 heures plus tard, vous voyez que le phénomène s'est fortement aggravé, c'est-à-dire que le nombre de cellules en apoptose a fortement augmenté. Les cellules n'ont plus que quelques petites. Elles ne sont reliées au fond de la boîte de culture que par quelques filaments et en D, c'est au bout de 12 à 24 heures. Ça dépend de la concentration. Vous voyez qu'il n'y a plus que des débris cellulaires. Au fond de la boîte, il n'y a plus rien. Donc, la culture cellulaire est morte. Les cellules sont mortes. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que derrière moi, et je ne sais pas si vous pouvez bien le voir à gauche sur votre écran, vous voyez le microscope inversé. Peut-être est-ce qu'on peut m'afficher en grand, merci, pour que ça se voit. Ah, voilà, moi je me vois en petit. Ce serait bien, bon, si je signale aux participants français, dit l'interprète, qu'on peut aussi cliquer sur Vue. La présentation est coupée, donc nos participants peuvent choisir Vue orateur. Donc moi je me vois en petit, je n'ai pas le bon réglage. Et vous voyez ce microscope inversé à gauche. Je le montre du doigt. Vous voyez ici une chambre d'incubation sur laquelle il y a un bracelet Quantarg. Je ne sais pas si on peut le distinguer. Certains disent que oui. Opine Dubonnet, bien, bien. Eh bien, j'avais préparé cela pour Strasbourg, ce montage. En fait, avec ce microscope, je peux enregistrer des vidéos accélérées de culture cellulaire. C'est-à-dire que cette culture cellulaire
Bon, elle est sous stress oxydatif et je peux enregistrer la manière dont ou la réduction du stress oxydatif par le bracelet Quantarc. Donc, 24 heures sont réduites en 30 secondes de vidéo accélérée. Et c'est quelque chose que je vais montrer à Strasbourg. Mais je voulais vous dire, vous êtes en quelque sorte à la pointe du progrès, en quelque sorte, puisque vous avez une avant-première. Il faut que je fasse attention de ne pas toucher le microscope. Mais en tout cas, c'était pour vous donner en avant-première, un avant-goût de Strasbourg où nous montrerons ces vidéos de ce qui se passe au niveau cellulaire. Et peut-être pouvez-vous de nouveau réafficher ma présentation. Voilà, c'est super. Donc, on va prendre la suivante. Le stress oxydatif dû aux radicaux libres présents dans notre environnement. Eh bien, les cellules de tissu conjonctif, à savoir des fibroblastes que nous utilisons, ont été exposées à un stress oxydatif externe artificiel par la suite de différentes concentrations de produits extérieurs, par exemple du peroxyde d'hydrogène. Et donc, on les soumet à un stress oxydatif, ce qui permet de voir si la présence simultanée du bracelet Quantarc avait un effet de compensation, un effet compensateur. Et nous avons étudié la vitalité des cellules survivantes après une exposition de 24 heures au peroxyde d'hydrogène. Il y avait un test qui mesurait, qui quantifiait l'activité enzymatique dans les mitochondries. C'est l'un des tests que j'ai évoqué au départ où il y avait une couleur qui virait et on pouvait mesurer le degré dont la couleur avait viré. Et les résultats montre la réduction de la vitalité cellulaire par le peroxyde d'hydrogène en fonction de la concentration, comme on pouvait s'y attendre. Plus de peroxyde d'hydrogène, eh bien, plus de réduction ou de mort cellulaire. Mais les valeurs de vitalité pour les cellules protégées par le bracelet Quantarc étaient d'environ 20% plus élevées que celles des cellules non protégées. Ce qui veut dire que le bracelet Quantarc, donc, dans les conditions expérimentales que nous avions mises en place, à la propriété ou la capacité, donc il y a ces radicaux libres sous forme de peroxyde d'hydrogène et le bracelet peut compenser en partie leur effet à 20%. Si ce n'était pas le cas, eh bien, nous pourrions nous dispenser d'enregistrer en accéléré tous ces tests, comme je le fais en ce moment sur mon microscope. Mais on voit déjà de belles vues par rapport à la première vidéo qui est enregistrée. On voit bien qu'effectivement, le bracelet Quantarc protège en partie les cellules de l'action délétère du peroxyde d'hydrogène qui est rajouté dans le milieu de culture. Et maintenant, nous allons évoquer le stress oxydatif dû aux radicaux libres endogènes, donc mitochondries. Vous voyez à gauche une cellule. En bas, il y a l'appareil de Golgi, le noyau de la cellule, et puis aussi le réticulum. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle les mitochondries qui nous disent, en fait, ce sont des structures qui sont intégrées dans le cytoplasme et ces mitochondries qui sont présentées à droite de manière schématique ont une membrane extérieure, une membrane intérieure et donc elles qui sont transformées donc, on va transformer l'oxygène, les glucides et les graisses en énergie, en adénosine triphosphate et aussi en eau et en CO2. Et quand nous sommes stressés, eh bien, il y a une production accrue d'énergie par les mitochondries. Nous sommes agités. Vous savez, la vitalité évolue, dégénère et de ce fait, il y a plus de radicaux oxygénés qui sont produits parce que les processus de production d'énergie dans les mitochondries ont toujours comme sous-produit des radicaux oxygénés qui normalement sont rendus atoxiques ou désactivés, on va dire, par les substances produites dans notre corps.
Et puis, nous avons également un autre stress oxydatif du radicaux libres endogène. C'est ce qu'on appelle les granulocytes neutrophiles, qu'on appelle tout simplement neutrophiles. Eh bien, ils servent de défense immunitaire innée dans le sang contre les pathogènes, contre les microbes pathogènes, mais ils peuvent aussi migrer dans les tissus et provoquer des destructions des tissus, avoir donc des effets indésirables, bien sûr, destruction tissulaire et produisent alors un processus inflammatoire. Ça peut déclencher un processus inflammatoire. Donc, ces cellules ont une propriété qui est positive, elles s'attaquent aux corps étrangers, aux germes étrangers dans le sang, elles les neutralisent en les englobant, en formant ce qu'on appelle une explosion oxydative. Donc, elles vont former des radicaux oxygénés qui vont détruire ces germes pathogènes, ces intrus. Donc, et ces germes intrus donc, sont enveloppés, tués par ces cellules. Ils sont phagocytés, ils sont mangés. Donc, on parle de phagocytes aussi ou de cellules phagocytaires. Donc, ça, c'est une fonction qu'elles ont dans le sang. Et leur fonction dans les tissus est une fonction qui est importante, mais qui n'est pas bonne, qui peut déclencher certains processus. Et nous pouvons avoir ou fabriquer un granulocyte neutrophile fonctionnel en laboratoire. Pour cela, on prend une culture cellulaire avec des promyélocytes qui sont des lignées cellulaires spécifiques HL60. On rajoute ce qu'on appelle du diméthylsulfoxyde, donc du DMSO. Et au bout de 5 à 6, pendant 5 à 6 jours, avec une concentration spécifique, et on peut faire des différenciations entre les neutrophiles et les granulocytes qui, après une stimulation par un ester de Forbol, sont en mesure, sous forme d'explosion oxydative, de produire des radicaux oxygénés. Donc, on simule le processus qui se produit quand il y a des cellules qui ont fait irruption dans nos tissus. Et donc, on peut voir les effets sur ces stress oxydatif endogène avec aussi, on peut mesurer avec le virage de couleur en relation avec le nombre des radicaux formés par ces cellules. La suivante, s'il vous plaît. Donc ici, j'ai encore expliqué l'explosion oxydative. Vous voyez à droite donc, à gauche, oui, à droite, dans le pavé de gauche, donc O2 plus H2O qui forment donc des superoxydes. Donc, c'est des O2-. C'est ce qui manque encore sur ce graphique, c'est donc les électrons. Et cela fait partie des ROS, donc des composés oxygénés réactifs ou dérivés réactifs de l'oxygène. Et à droite, vous voyez comment des granulocytes neutrophiles se présentent dans la nature, entre guillemets, ou donc ils composent la majeure partie des globules blancs, Alors, nous avons mené des essais pour voir dans quelle mesure le bracelet Quantarg pouvait réduire le stress oxydatif endogène produit par la stimulation de ces neutrophiles. Et vous voyez à gauche le contrôle et à droite le groupe avec le Quantarg, le bracelet Quantarg. Donc, on a le métabolisme cellulaire basal qui est montré, c'est-à-dire le métabolisme normal quand sans stimulation en vert. Est-ce que vous voyez en rouge, par contre, c'est en quelque sorte le métabolisme cellulaire ou l'activation des radicaux, la formation de radicaux et qui produit un virage de couleur plus important. Et vous voyez dans l'histogramme que la partie en rouge est nettement plus haute que le métabolisme basal. Mais sur la suivante, on voit quelque chose qui est étonnant. La suivante, merci.
j'ai montré la part de la formation de radicaux sous forme d'explosion oxydative dans cette partie rouge. Et dans le groupe de contrôle à gauche, dans le groupe témoin, vous voyez que l'explosion oxydative représente une part beaucoup plus importante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de radicaux formés que dans le cas où il y a le bracelet Quantarg, puisque la superficie en jaune est beaucoup plus petite. Si on quantifie, on se rend compte qu'il y a une réduction de 75% de la production de la formation de radicaux grâce au bracelet Quantarg dans ces systèmes cellulaires. Et je trouve que c'est exceptionnel, c'est remarquable et étonnant. La suivante. Pour résumer, je dirais que les résultats de nos études montrent le grand potentiel du bracelet Quant-Arc pour réduire l'effet d'un excès de radicaux, c'est-à-dire du stress oxydatif. Peu importe que les radicaux réactifs proviennent de l'environnement, des cellules, c'est-à-dire en fait de l'environnement extérieur, ou qu'ils soient produits par les cellules elles-mêmes. En outre, le bracelet Quantarc et les matériaux utilisés pour le fabriquer ont été testés et sont biocompatibles. Et comme on voit sur la suivante, cela a permis d'attribuer un certificat de test qui est disponible dans les différentes langues. Et j'ai résumé en quelques termes tout ce que je vous ai expliqué ce soir. Merci de votre attention. Je suis toujours très heureux de pouvoir vous présenter les derniers résultats de recherche de Jar Scientifique. Merci beaucoup de votre attention. Eh bien, je tiens aussi à vous remercier de cette excellente présentation des choses merveilleuses que vous avez évoquées. C'est un très bon produit et je suis très heureux de voir qu'il y aura des nouveautés à Strasbourg. Alors, qui n'a pas encore son billet pour Strasbourg? Dépêchez-vous de vous en procurer un en vous adressant à nous. Professeur Dr. Darch, encore une fois, merci beaucoup. Euh, et, et le service clientèle vous transmettra des questions parce que si nous ouvrions maintenant le débat questions-réponses, nous pourrions continuer toute la nuit. C'est pourquoi les questions doivent être adressées au service clientèle et aux équipes de vente. Et puis, nous les résumerons et nous vous les transmettrons. Eh bien, volontiers, je suis toujours volontiers avec vous. Je vous présente volontiers les résultats de nos recherches. Et je me réjouis de vous retrouver à Strasbourg. Et là encore, vous aurez la possibilité. Et là, on se verra in vivo, hein, dans la vraie vie, pas devant un ordinateur, comment seulement. Et si c'est possible, vous pourrez poser des questions. Mais j'espère que j'aurai le temps de manger quand même, hein, quand je serai avec vous à Strasbourg, que vous me laisserez le temps de manger. Eh bien, on y arrivera. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Bonne soirée.